Hippolyte, merci beaucoup d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette conférence inaugurale sur le décryptage des mécanismes d'apprentissage et notamment les apports supposés ou réels des neurosciences en éducation. Je ne résiste pas au fait de faire une seconde de publicité pour ce petit fascicule qui a plusieurs avantages. Il est petit, donc léger. Il est très bien écrit. Et donc, même en tant que total néophyte, on arrive à presque tout comprendre. Et quand je dis presque tout, c'est parce qu'il ne faut pas être trop prétentieux. Et en plus, il n'est pas cher et il est dans toutes les bonnes bibliothèques. Donc, il a quand même... Et il est en ligne aussi. Cécile me dit de mieux le montrer. Quand vous l'avez écrit, vous n'étiez pas encore maître de conférence à Aix-Marseille Université, au sein du Centre de recherche en psychologie et neurosciences, qui est une unité mixte de recherche à vocation inter- ou transdisciplinaire, je ne sais jamais quel terme employer, et qui a cette originalité, je trouve, de réunir dans un seul lieu de recherche et de réflexion des scientifiques spécialistes, pour le coup, des neurosciences, des scientifiques spécialistes des sciences cognitives et de la psychologie comportementale. On voit bien tout de suite, et sans offense, qu'il s'agit de mélanger finalement les sciences dures et les sciences humaines et sociales pour arriver, grâce à l'interférence, au mélange entre les deux ou à l'interférence, au meilleur pour la recherche. Juste avant, vous étiez maître de conférence à l'université de CY-Cergy, Paris Université, où Chloé est directrice du SCD, et donc je trouvais que c'était un symbole un petit peu amusant, finalement, que vous ayez un parcours qui nous réunit toutes les deux. Vous étiez à l'époque co-responsable de l'équipe Apprentissage, Développement et Cognition. Il semblait donc évident que vous ne pouviez être que l'intervenant d'aujourd'hui, même si ça voulait dire faire un peu un pas de côté, puisqu'on a fait appel à un psychologue qui interroge beaucoup les neurosciences et les neuromythes qui sont associés, la neuroéducation. Est-ce que c'est finalement un vrai sujet ou est-ce que c'est plutôt une affaire de marketing et de business? C'est ce que vous allez peut-être nous dire. Vous vous intéressez notamment, vous, aux questions liées au raisonnement mathématique, à la flexibilité cognitive et au rôle des connaissances intuitives dans la résolution de problèmes, ainsi qu'à l'éducation fondée sur l'épreuve. J'ai trouvé, et j'ai été particulièrement touchée sur le fait que vous travaillez particulièrement sur l'impact des connaissances issues de la vie quotidienne dans la résolution d'énoncés et de problèmes. C'est quelque chose de problème à énoncés verbaux. Il manque quand même un petit morceau dans ma phrase. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément intuitivement, ce lien entre le quotidien et la verbalisation. Voilà. Enfin, vous travaillez sur la question des conditions des transferts des apprentissages d'une situation à une autre, et ça nous semblait particulièrement intéressant aussi de vous donner la parole pour la conférence inaugurale à ce titre-là. Je vous remercie encore vraiment d'avoir accepté. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction élogieuse. Merci avant tout aux organisateurs et aux organisatrices de ces journées. Vraiment, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour ces JNF. C'est pas un événement auquel j'avais eu l'occasion d'assister par le passé, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, je suis très heureux d'être là. Je suis très honoré d'avoir l'occasion de vous parler lors de cette conférence inaugurale. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, et puis je vous remercie aussi, toutes et tous pour votre présence, nombreux et nombreuses dans ce contexte un petit peu compliqué sur des questions budgétaires, sur des questions d'épidémie de grippe, etc. C'est très plaisant de voir qu'il y a un amphithéâtre complet pour cette journée aujourd'hui. Donc voilà, merci à toutes et tous. La présentation que je vais faire aujourd'hui, elle s'intéresse donc au rôle des sciences cognitives pour l'éducation, et notamment ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit peu la part des choses, des contributions réelles et des contributions peut-être fictives des sciences cognitives et des neurosciences dans la salle de classe. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des sciences cognitives, on a vraiment été témoin d'un essor des sciences cognitives, on a parlé de révolution cognitive, on a parlé de neurosciences de l'éducation, voire de neuroéducation, et donc il y a beaucoup de choses qui sont exprimées à cet égard. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit peu la part des choses ensemble. Alors,
comme c'est la conférence introductive, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par déconstruire un petit peu un certain nombre de choses, et puis ensuite vous aurez 3 jours pour reconstruire d'autres choses. Alors, je ne vais pas dire que du négatif, mais voilà, j'aimerais m'attarder un petit peu sur les mythes éducatifs, peut-être, qui peuvent entourer un peu ces sciences cognitives de l'éducation, et comment est-ce qu'elles peuvent permettre aussi de les identifier et de les dépasser. Ensuite, j'ai vu que vous avez beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers qui allaient être spécifiquement pour construire des nouvelles connaissances sur les emplois pertinents des sciences cognitives pour l'éducation. Et vous aurez la conférence de clôture par André Tricot qui vous permettra aussi d'aller bien au-delà de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de commencer par dire un petit peu de négatif et ensuite vous allez construire tout le positif. Je m'excuse juste pour les personnes qui sont derrière, je vais m'asseoir parce que j'ai le projecteur en pleine tête, donc c'est un petit peu... voilà. Est-ce que si je parle comme ça va ? Bon, je vais le garder à la main. Alors, la première question qu'on peut se poser lorsqu'on parle des sciences cognitives pour l'éducation, c'est finalement, est-ce que les sciences peuvent vraiment appréhender une question aussi complexe que l'éducation ? L'éducation, c'est une question qui est extrêmement subjective, il y a beaucoup d'humanisme derrière la question de l'éducation, il y a des situations qui sont très particulières, parfois idiosyncratiques, et donc on pourrait se dire, est-ce que les sciences peuvent vraiment appréhender un tel objet ? Est-ce que les sciences ne sont pas trop déshumanisantes ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop froides, quelque part ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop rigides ? Est-ce qu'elles ne manquent pas un peu de la flexibilité qui permettrait d'appréhender l'éducation dans toutes ses subtilités ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop quantitatives aussi ? C'est un reproche qu'on fait parfois aux approches les plus scientifiques de l'éducation. Et finalement, est-ce qu'elles ne sont pas trop déconnectées de la réalité du terrain, de la salle de classe, etc. Et alors, pour essayer de vous convaincre de la pertinence d'avoir une approche scientifique de l'éducation, je voudrais faire une analogie que vous avez peut-être déjà entendue, qui est une analogie un peu hors domaine, donc qui n'est pas liée directement à l'éducation, mais qui permet, il me semble, d'éclairer un petit peu cette question et de réfléchir à cette question. Cette analogie, c'est l'exemple de la saignée. Alors la saignée, je ne sais pas si vous êtes familière, c'est une pratique de médecine qui a été utilisée depuis l'Antiquité. C'était une pratique qui était très populaire au XVIe et au XVIIe siècle et qui consistait globalement, donc c'est une pratique qui est fondée sur la théorie des humeurs et qui consistait, lorsque quelqu'un était malade, à prélever du sang à cette personne pour se débarrasser des humeurs négatives et donc espérer que cette personne aille mieux. C'est une pratique, aujourd'hui on le sait, qui est délétère. Si vous enlevez du sang à quelqu'un qui est malade, dans 99% des cas, ça va avoir tendance à l'affaiblir. Il existe certaines pathologies très spécifiques dans lesquelles la saignée est pertinente, mais c'est des cas vraiment minimes. Dans la grande majorité des cas, enlever du sang à quelqu'un qui ne va pas bien, ça l'affaiblit. Pourtant, c'est une pratique qui a été utilisée pendant des siècles. Par exemple, Louis XIV, au cours de sa vie, a subi 2000 saignées. Ça vous dit quand même à quel point cette pratique, elle était prévalente. Elle était vraiment présente partout, et alors que Louis XIV avait quand même accès à ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de médecine, si vous voulez, pour l'époque. Il avait accès aux meilleurs médecins, qui avaient accès aux meilleures connaissances de l'époque, mais il s'est retrouvé à subir ces pratiques qui, finalement, l'affaiblissaient constamment. Si on regarde George Washington, père fondateur des États-Unis, en 1799, il attrape une grippe, et il a alors 67 ans. Et donc, à ce moment-là, les meilleurs médecins des États-Unis viennent à son chevet pour essayer de l'aider à guérir. Qu'est-ce qu'ils font ? En l'espace de 3 jours, ils lui prélèvent 4 litres de sang. Sachant qu'un corps humain adulte, c'est environ 5-6 litres de sang. Donc ça vous donne un petit peu une image de ce qui s'est passé. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé pour George Washington. Et aujourd'hui, on peut en rire. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, ce n'était pas une pratique qui était efficace. À l'époque, ce n'était pas si évident que ça, puisque George Washington, c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, et on avait vraiment cette pratique qui était considérée comme étant le mieux de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et alors, pourquoi est-ce que les médecins ont fait une telle erreur pendant si longtemps ? Eh bien, en fait, en dépit de leur immense expérience, en dépit de leur érudition, en dépit de leur esprit critique, en dépit de leur bonne volonté, les médecins, ils ont appliqué une pratique délétère pendant des siècles. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est une question de subjectivité. Les médecins, ils sont au contact, au quotidien, avec leurs patients, et ils n'ont pas nécessairement le recul nécessaire pour pouvoir analyser l'efficacité d'une pratique à grande échelle. En fait, il y avait 2 cas de figure. Le médecin, il peut être face à un patient malade, il applique une saignée, et puis le patient va mieux. Effectivement, c'était un petit rhume, on a fait une saignée, bon, ça l'a un peu affaibli, mais finalement, il a fini par aller mieux parce qu'il allait guérir de toute manière. On voit ça, on se dit, bon, ça valide notre théorie de la saignée, puisque le patient va mieux à la fin.
Et puis il y a des cas où le patient est malade, on applique une saignée, et puis le patient ne va pas mieux, il finit par décéder par exemple. On va dire, il était trop faible, même la saignée n'a pas pu le soigner. Et donc on se retrouve en fait dans une situation où tous les cas de figure qu'on va rencontrer vont venir renforcer cette théorie qu'on va voir. Et comment la remettre en question? Ça fait des siècles que la théorie est pratiquée, ça fait des siècles qu'elle est mise en place, que les meilleurs médecins la mettent en place. Pourquoi penser à la remettre en question? C'est seulement lorsqu'on a commencé à faire des essais randomisés, contrôlés, avec des groupes contrôles qui ne savent pas qui va avoir tel traitement et tel autre traitement, qu'on peut vraiment avoir des mesures un peu objectives de l'efficacité des pratiques. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ici, on a la médecine qui en fait est une pratique, et en tant que pratique, la médecine, elle a besoin de s'appuyer sur des connaissances scientifiques qui vont venir, par exemple, de la biologie. Mais ce n'est pas le cas seulement de la médecine. On peut regarder, par exemple, l'agriculture. L'agriculture, elle s'appuie sur, par exemple, des connaissances en botanique et des connaissances en chimie. L'ingénierie, elle s'appuie sur des connaissances en physique et des connaissances en mécanique. Et l'éducation, elle a besoin de s'appuyer aussi sur des connaissances, parce que l'éducation, c'est une pratique. Elle a besoin de s'appuyer sur des connaissances en sciences cognitives, sur des connaissances en sciences de l'éducation, pour pouvoir, finalement, pratiquer, avoir des approches, avoir des pratiques qui vont être fondées sur des preuves et dont on va savoir qu'elles sont efficaces. Et donc, c'est le point de vue que je vais essayer de défendre un petit peu aujourd'hui. Alors, c'est une analogie qui a ses limites. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ne pas pratiquer la meilleure méthode va tuer les élèves dans une salle de classe. C'est évident. Toute analogie a ses limites. Simplement, ça permet d'amorcer aussi un peu une réflexion, qui est que comme la médecine, l'éducation, c'est une pratique. Elle repose sur une expérience du terrain, mais aussi sur des données scientifiques. Et les deux doivent pouvoir être pris en compte simultanément. Il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du terrain, sur la connaissance intime des élèves, et en même temps, il est nécessaire aussi de prendre du recul, d'avoir des études qui sont faites à grande échelle pour pouvoir mesurer l'efficacité des différentes pratiques. Et donc, il est indispensable de vérifier l'efficacité des méthodes qui sont proposées. Cette expérience subjective, elle est nécessaire, mais elle ne va pas toujours suffire. Et donc, il faut pouvoir s'appuyer sur des mesures objectives. Alors, vous allez me dire, d'accord, en médecine, c'est important, il ne faut pas que nos patients aient mal. En éducation, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, pour essayer de vous en convaincre, je voudrais attirer votre attention sur la prolifération de ce qu'on appelle les méthodes miracles. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à ouvrir votre fil d'actualité et vous allez voir tous les jours une nouvelle méthode miracle qui va être proposée pour révolutionner l'éducation. Je vous ai pris quelques exemples un peu au hasard, en cherchant sur Google. Ici, on nous dit l'école interactive, nouvelle méthode miracle d'enseignement. La machine à lire, une méthode miracle qui donnerait le goût de la lecture aux enfants. Atmer, les secrets d'un miracle scolaire. Céline Alvarez, la promesse d'un miracle. On pourra revenir sur Céline Alvarez plus tard. Un miracle pour certains élèves. Dans un collège d'Auxonne, l'expérience réussie de la classe de 6e autonome. Je ne suis pas en train de dire que tous ces articles disent n'importe quoi. Je suis simplement en train de dire qu'on est à la recherche vraiment d'une solution miracle et que cette recherche va nous amener peut-être à mettre en pause certains éléments de notre esprit critique. La machine à lire, la méthode révolutionnaire d'apprentissage de la lecture. Ici, la méthode Singapour, une pédagogie miracle pour apprendre les mathématiques. La différenciation pédagogique, une solution miracle. Des lampes qui clignotent, le remède miracle pour la dyslexie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. De la même manière, l'Excellence, les lunettes pour dyslexiques mises en avant par l'Élysée. C'est la même compagnie qui fait les deux, les lampes qui clignotent et les lunettes magiques pour résoudre la dyslexie. Bon. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de pratiques comme ça, qui sont défendues comme étant des méthodes miracles, et donc il est important de pouvoir faire la part des choses. Et ce que je vous propose, en introduction un peu de cette conférence, c'est de sonder aussi vos propres opinions sur un certain nombre d'affirmations. Donc j'ai mis un petit sondage en ligne, vous pouvez soit scanner le QR code avec votre téléphone, soit vous rendre à l'adresse www.menti.com et entrer le code qui apparaît, donc 99 86 99. Simplement pour sonder votre propre avis. Moi, ça me permettra aussi un petit peu d'ajuster ce que je vais vous dire en fonction de vos propres croyances, on va dire, sur certaines affirmations. Et donc je laisse le... Ah ben, attendez, je vais passer... Voilà. OK, comme ça, vous l'avez en grand écran. Je laisse les personnes qui veulent se connecter le faire. C'est absolument pas obligatoire, bien sûr. C'est entièrement anonyme. Simplement, c'est pour avoir un peu une idée de vous, quel va être votre point de vue par rapport à un certain nombre d'affirmations liées
à l'éducation qu'on va avoir tendance à retrouver aujourd'hui et qu'on va souvent présenter plus ou moins comme des méthodes miracles. Ok, je vois plus trop de téléphones levés. Alors, il faut que je... Alors, pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de scanner le QR code, il y a toujours le code qui apparaît en haut. Donc il suffit d'aller sur l'adresse www.menti.com et d'entrer le code. Les autres, je vous invite à répondre aux questions qui apparaissent en fonction de vos propres connaissances, de vos propres intuitions. L'idée, c'est simplement de sonder un petit peu la salle et de voir si déjà, vous, public de formateurs, vous arrivez à un consensus sur ces différentes questions, ou bien si au contraire, on va avoir des points de vue qui vont être un petit peu différents. Donc à chaque fois, c'est un petit slider. Hein. Vous pouvez choisir où vous vous situez par rapport aux différentes affirmations. Alors, on va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse participer, mais là, on a déjà une quarantaine de réponses qui nous permettent de voir un petit peu certaines tendances apparaître. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que je vois que ça génère pas mal de conversations. On voit que c'est intéressant parce qu'il y a des questions pour lesquelles vous êtes vraiment pas d'accord, c'est-à-dire que derrière, vous voyez, vous avez la probabilité des différentes réponses. On voit que sur la question du redoublement, en moyenne, vous êtes plutôt pas d'accord. On a une moyenne à moins 0,5, mais quand même, on a des personnes qui considèrent que c'est efficace, des personnes qui considèrent que c'est pas efficace. Est-ce que l'accès aux tablettes permet de rendre les apprentissages plus efficaces? Vous êtes plutôt pas d'accord, mais on a quand même quelques personnes qui considèrent que c'est le cas. Est-ce que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils découvrent par eux-mêmes? Vous êtes majoritairement d'accord. Est-ce qu'il est possible d'apprendre en dormant? Pareil, là, on a une moyenne à 0. Alors, sur 180 personnes, c'est assez impressionnant quand même. Clairement, il n'y a pas de consensus ici. Le cerveau des garçons facilite l'apprentissage des maths. Là, on a un consensus sur le fait que c'est faux. Vraiment, c'est homogène pour le coup. Et est-ce qu'on apprend mieux en jouant? Il y a aussi plutôt une majorité de personnes qui vont considérer que c'est vrai. Gardez vos téléphones et... c'est rare qu'on vous dise de garder vos téléphones. Juste une autre série d'affirmations, et puis après on repassera, mais sur des questions qui, cette fois-ci, sont davantage liées aux sciences cognitives et aux neurosciences. Et donc, normalement, ça devrait s'actualiser sur vos écrans. Alors, je lis les questions pour les personnes qui n'auraient pas leur téléphone. Donc, est-ce que écouter de la musique classique dans l'enfance améliore les capacités intellectuelles? Est-ce que certains élèves sont visuels alors que d'autres sont auditifs? Est-ce que le QI est une bonne mesure de l'intelligence? Est-ce que passé 6 ans, il est trop tard pour effectuer certains apprentissages? Est-ce que grandir avec des écrans modifie notre cerveau? Et est-ce que pour mémoriser, il faut le vouloir? Alors, on a déjà 140 réponses, on commence à voir des choses qui apparaissent. Sur l'utilisation de la musique classique pour améliorer les capacités intellectuelles, on voit que là encore, vous êtes... il n'y a pas de consensus clair qui apparaît. Un petit groupe considère que ce n'est pas du tout vrai, et puis des personnes considèrent que n'ont pas d'avis, et d'autres considèrent que c'est vrai. Est-ce que certains élèves sont visuels, d'autres sont auditifs? Ici, on a une parfaite distribution bimodale, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui ne considère pas du tout et un groupe qui considère absolument. Donc ça va être intéressant de revenir dessus, on va prendre un moment pour revenir là-dessus. Est-ce que le QI est une bonne mesure de l'intelligence? Vous êtes plutôt en désaccord avec cette affirmation. Est-ce que passé 6 ans, il est trop tard pour effectuer certains apprentissages? Vous êtes aussi plutôt en désaccord avec cette affirmation. Et est-ce que grandir avec des écrans modifie notre cerveau? Vous êtes d'accord, de manière générale. Et est-ce que pour mémoriser, il faut le vouloir? On va dire qu'on a une petite tendance pour le désaccord. Gardez votre téléphone, simplement, on ne va pas vous demander d'autres affirmations, mais j'aimerais savoir quel est votre niveau moyen de certitude dans vos réponses, de manière générale. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous êtes convaincu? Ou est-ce que vous doutez?
Alors là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment des profils très différents. Des personnes qui sont tout à fait certaines, d'autres qui ne sont absolument pas certaines. Et puis, on a une moyenne un petit peu au milieu. Et alors, dernière question, parce que je sais que ça devrait vous intéresser de par votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui a guidé vos réponses, de manière générale? Est-ce que ce sont des expériences personnelles? Est-ce que ce sont des vidéos d'experts, des articles de presse, des cours d'université, le bon sens, des livres de vulgarisation ou des articles scientifiques? Des vidéos d'experts. Pardon? Ah ben, il peut y avoir des vrais experts sur YouTube. C'est vrai que c'est une catégorie qui est un petit peu floue. Je vous laisse mettre derrière ce que vous souhaitez. Je pensais à des vidéos de vulgarisation d'experts. C'est un format qui généralement se prête assez à la vulgarisation. Alors, on a déjà 150 réponses, donc on commence à voir les choses qui apparaissent. On est pas mal guidé par les expériences personnelles, c'est normal, hein, c'est une source d'inférence quotidienne finalement. Pas tant que ça par les vidéos d'experts, davantage par les articles de presse, également par les cours d'université, aussi dans une bonne mesure par le bon sens, un peu par des livres de vulgarisation et quand même pas mal par des articles scientifiques. Voilà, donc ça me permet aussi d'avoir une meilleure idée un peu de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est normal, hein, c'est les éléments. Je vous avais pas demandé de préparer ces différentes questions, donc c'est normal que vous appuyez sur ces choses-là. Mais ça permet d'avoir aussi en tête un peu d'où est-ce qu'on va sortir nos croyances finalement sur ces différentes affirmations qui sont liées à l'éducation. On l'a vu, hein, il y a des personnes qui étaient tout à fait confiantes dans leur réponse, d'autres qui étaient beaucoup moins confiantes dans leur réponse. Ce sera intéressant de voir le lien entre les sources d'information et le niveau de confiance qu'on va avoir dans les réponses. Je vous propose de repasser au diapo pour la suite. Et pour poser la question, attendez, est-ce que ça marche? Ouais. Sur finalement comment est-ce qu'on peut identifier ce qui va constituer la preuve de l'efficacité d'une méthode. Et ça, c'est une question qui est vraiment au cœur de l'épistémologie des sciences cognitives. C'est vraiment une particularité des sciences de manière générale, mais des sciences cognitives tout particulièrement, c'est la question du niveau de preuve, qui est de dire on va chercher à avoir des preuves d'un niveau le plus important possible pour pouvoir affirmer l'efficacité d'une méthode par rapport à une autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette question du niveau de preuve? C'est considérer que finalement, toutes les affirmations ne vont pas se valoir s'il s'agit de, par exemple, décider d'une politique éducative, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, sur quoi est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer. Par exemple, si je vous dis « il paraît que les enfants peuvent apprendre les mathématiques juste en jouant entre eux », c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais sur le niveau de la preuve, on est sur de la rumeur, et donc ce n'est pas une preuve scientifique valable. D'accord ? Il n'y a pas ici de validité scientifique à cette affirmation. De la même manière, si je vous dis « depuis que mon neveu a un iPad pour travailler, ses notes ont chuté », on est sur de l'anecdote, et donc ici, encore une fois, on n'a pas de preuve scientifique, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour pouvoir fonder des politiques éducatives. Je ne vous apprends rien. Si je vous dis Céline Alvarez dit que les élèves de sa classe apprennent mieux depuis qu'elle a mis en place sa nouvelle méthode révolutionnaire, ça peut sembler convaincant, mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un témoignage rapporté d'une personne qui était dans sa classe, et donc, un peu de la même manière que les médecins nous rapportaient que la saignée était très efficace, ici, ce n'est pas un niveau de preuve scientifique qui est suffisant pour pouvoir faire des préconisations éducatives. Et même si c'était une experte sur la question, parce qu'elle a quand même travaillé un peu sur la question, on ne peut pas s'appuyer simplement sur la parole d'un expert. De la même manière que quand Didier Raoult nous dit que l'hydroxychloroquine va tout régler, s'il n'a pas fait l'étude sur la question, qu'il le dit simplement de son point de vue d'expert, on ne peut pas s'appuyer dessus pour faire une proposition de politique publique. Alors maintenant, si je vous dis une étude observationnelle réalisée auprès d'une classe de 6e montre que la méthode de Singapour améliore la motivation. Ici, c'est un peu mieux, mais ça reste une étude qui a un cas témoin avec des biais qui sont quand même importants, et donc c'est un niveau de preuve qu'on va considérer comme étant faible. Ça nous apporte déjà des éléments de réflexion, mais ça ne nous permet pas vraiment de faire des préconisations éducatives. Si je vous dis une étude expérimentale réalisée en laboratoire sur 250 adultes indique que l'apprentissage de mots nouveaux est plus efficace sur tablette.
Bien, c'est intéressant, mais ça reste une étude avec un problème de validité écologique ici. En fait, c'est une étude de laboratoire. Une étude de laboratoire, c'est pas une étude en classe. Et ce qui peut marcher dans le laboratoire, ça va pas du tout nécessairement marcher dans la salle de classe. Et il est très important de garder en tête qu'en fait, parfois, on va avoir des scientifiques qui vont tester quelque chose dans le labo, qui vont dire c'est révolutionnaire, il faut le mettre en place dans toutes les écoles. Et puis en fait, on essaie de le mettre en place en classe et ça fonctionne pas du tout parce que l'implémentation n'est pas à la hauteur. Donc, on ne peut pas non plus faire de préconisation. Et donc, il faut s'appuyer sur des études un petit peu plus solides. Par exemple, si je vous dis une étude expérimentale randomisée réalisée auprès de 5 classes autour d'une séquence qui a été co-construite avec les enseignants et les enseignantes permet d'affirmer que la pratique de la relaxation en classe de CE1 a des effets bénéfiques sur l'apprentissage. Ici, on arrive déjà à quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant. On est sur une étude expérimentale à puissance statistique correcte et une bonne validité écologique. Donc c'est un niveau de preuve qu'on va considérer comme étant acceptable. Pour autant, c'est une seule étude, un seul laboratoire. C'est pas suffisant parce qu'on peut avoir un faux positif, on peut avoir un biais qui n'a pas été identifié, et donc il va falloir attendre que vraiment on ait plusieurs études qui soient réalisées. Si je vous dis, cette fois-ci ça va être le niveau un peu supérieur, un ensemble de 200 études réalisées en classe et en laboratoire dans les 20 dernières années s'accordent à dire que la méthode globale est moins efficace et accroît les inégalités par rapport à la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. Ici, on est sur le niveau de la méta-analyse et du consensus scientifique, et en fait c'est vraiment ça qui va être le plus haut niveau de preuve sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire des préconisations éducatives. Et en fait, les sciences cognitives vont vraiment chercher à parvenir à ça. Alors évidemment, ça demande la contribution des chercheurs du monde entier qui vont tester différentes choses dans différents contextes, en collaboration avec des enseignants et des enseignantes. Mais disons que tant qu'on n'a pas ce type de recul sur les pratiques, on ne va pas être capable de faire vraiment des préconisations sur les politiques éducatives qui doivent être mises en place. Voilà, donc je voulais simplement faire cette petite parenthèse un petit peu sur le rôle de la preuve en éducation, qui est donc fondamental pour discerner les pratiques efficaces de celles qui ne le sont pas, mais en fait on se rend compte qu'il y a de nombreux amalgames autour de l'éducation fondée sur les preuves, ce qu'on appelle le evidence-based education. On parle aussi d'éducation fondée sur des données probantes, on va avoir différents termes qui vont se retrouver, et en fait c'est un terme qui peut être un peu crispant en France, notamment lorsqu'on parle des sciences cognitives pour l'éducation. On se rend compte que c'est une question qui est assez polémique de dire qu'on veut faire de l'éducation fondée sur les preuves en s'appuyant sur les sciences cognitives. Et alors pourquoi est-ce que c'est polémique ? Je vais essayer de réfléchir à la question avec vous. Ce que je vous propose, si vous avez encore votre téléphone qui est ouvert, c'est le même lien que tout à l'heure. Sinon, vous pouvez le rescanner. Et ce sera juste une question rapide. Attention. Et donc je vous pose la question à présent, que vous évoquent les sciences cognitives ? Moi, c'est une question qui vraiment m'intéresse. À quoi est-ce que vous pensez lorsque vous pensez aux sciences cognitives ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous pouvez faire plusieurs réponses. Et on va voir un peu ce à quoi vous pensez lorsque vous entendez parler des sciences cognitives. Donc essayez de ne pas regarder les contributions des camarades avant de faire les vôtres. Et donc vous voyez, plus un mot va apparaître en grand, plus ça veut dire qu'il a été cité par un grand nombre de personnes. Alors ici, on est déjà à 125, 130 personnes qui ont participé. Alors ça bouge à chaque fois que quelqu'un rajoute un mot, donc c'est pas évident, mais on voit quand même les mêmes mots qui restent vraiment au centre. Qu'est-ce qui apparaît en premier ? C'est la question du cerveau. Ensuite, on a apprentissage, neurosciences, fonctionnement du cerveau, comportement en plus petit. Et puis après, on va avoir d'autres mots qui vont apparaître, psychologie, analyse, fonctionnement, mécanisme du cerveau, analyse, neurones, mémoire, neurosciences. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir qu'est-ce qui apparaissait en premier. Et on voit que le mot ici, qui est au centre, qui ne bouge pas, c'est le mot cerveau. Et ça m'intéresse. Parce qu'en fait, les sciences cognitives, c'est pas simplement une question de cerveau, mais c'est vraiment la manière dont on a tendance à les considérer. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est ? Ça vaut peut-être le coup d'en parler. Les sciences cognitives, on va repasser sur l'écran.
Les sciences cognitives, c'est un ensemble de disciplines qui vont avoir chacune leur propre méthodologie qu'elles vont mettre au service de l'étude d'un même objet. Donc, qui va être la pensée, les processus de pensée, la cognition humaine, mais pas seulement, la cognition animale, la cognition artificielle. Tous les processus de pensée, en fait, vont être l'objet des sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est certes les neurosciences, mais c'est pas uniquement les neurosciences. C'est aussi la linguistique, c'est aussi la philosophie, c'est aussi la psychologie, c'est aussi la modélisation, les modèles qu'on va faire pour modéliser les processus de pensée. Ça va être aussi l'anthropologie. Alors, il n'y a pas une définition exhaustive de toutes les disciplines qui vont rentrer dans les sciences cognitives. Mais si vous voulez, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire qui va chercher, au travers de différentes méthodologies, à s'intéresser à un même objet, qui va être l'étude des processus de pensée. Et donc, les neurosciences, ce n'est pas le seul élément fondateur des sciences cognitives, mais on a tendance à en entendre parler davantage que les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives ? C'est plusieurs approches, méthodologies qui vont converger vers un objet d'étude commun qui va être la cognition. Et l'étude des processus cognitifs permet d'aborder en fait les grandes fonctions de la pensée. Donc ça, je pense que vous allez en entendre davantage parler dans les jours qui vont venir, dans les différents ateliers, dans les différentes conférences. On va s'intéresser notamment à la question de la mémoire, on va s'intéresser à la question de l'attention, de la perception, du raisonnement, du langage, des émotions, de la conscience, etc. Et en fait, toutes ces fonctions cognitives qui vont être les objets des sciences cognitives, ce sont des fonctions qu'on va trouver au cœur des apprentissages. Et donc les sciences cognitives, elles visent à caractériser l'ensemble de ces fonctions cognitives pour mieux comprendre comment est-ce que les apprentissages vont opérer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici, peut-être que c'est les choses qui étaient déjà évidentes pour la plupart d'entre vous. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'en fait, lorsqu'on entendait parler des sciences cognitives, on avait tendance surtout à entendre parler de neurosciences. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu notamment parce qu'on a certaines pressions médiatiques, idéologiques, politiques, qui ont mis l'avant davantage sur la dimension neuroscientifique et sur l'étude du cerveau que sur les autres dimensions qui vont aussi faire partie des sciences cognitives. Et on a observé en fait ces dernières années une prolifération de disciplines qui ont été estampillées neuro, en quelque sorte. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on entend beaucoup parler de neurosciences et de cerveau aujourd'hui. Par exemple, j'ai fait une petite liste un peu des disciplines neuro qu'on peut voir apparaître en ce moment. Alors, on a entendu parler de neurophilosophie, de neuropsychologie, de neuromarketing, de neuropsychanalyse, de neuroéthique, de neuroéconomie, de neuromanagement, de neuropolitique, de neurophénoménologie, de neuroanthropologie, de neuroesthétique, de neuroergonomie, de neuroarchitecture, de neuroméditation, de neurogastronomie, mon petit préféré, la neurosagesse. Et au milieu de tout ça, on nous parle également de neuroéducation. Alors, ça fait beaucoup, et une chose est sûre, lorsqu'on voit cet engouement pour les disciplines qui sont dotées du préfixe neuro, c'est que les neurosciences, elles ont le vent en poupe. Alors on sait que certaines de ces disciplines sont parfaitement sérieuses et ont apporté des résultats majeurs en sciences, comme la neuropsychologie ou la neurolinguistique, mais certaines, comme par exemple la neurosagesse, vont reposer sur des bases qui sont nettement moins solides. Alors, on ne va pas chercher ici à évaluer la pertinence et la validité de l'ensemble de ces neurodisciplines, mais on est tout de même en droit de se demander si on est là face à une réelle révolution, finalement, de toutes ces disciplines qui seraient apportées par les données et méthodes neuroscientifiques, ou bien s'il n'existerait pas, finalement, une espèce d'effet de mode qui expliquerait cette neuromanie ambiante. En effet, le cerveau, il exerce sur nous une fascination qui est indéniable et il a tendance à prendre de plus en plus de place, notamment dans l'espace médiatique où on entend parler de cerveau à longueur de journée. Et c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler un peu de cette question pour aborder cette idée qu'en fait, peut-être qu'on est aussi face à certains neuromythes, qui seraient des mythes fondés sur une certaine interprétation des neurosciences. Alors je passe la slide parce que ça file un peu le tournis. Et donc se pose la question des neurosciences en éducation. Qu'est-ce que les neurosciences peuvent vraiment apporter à l'éducation et pourquoi est-ce qu'on peut trouver des neuromythes en éducation ? Ce qui est intéressant, c'est que sur la question des neuromythes, justement, les chercheurs en sciences cognitives se sont posés même la question de pourquoi est-ce qu'on pouvait trouver des mythes liés aux neurosciences. Et les chercheurs ont
analysé quelque chose, ont identifié quelque chose qu'ils appellent cet engouement neurophile à travers un certain nombre d'études. Par exemple, il y a une étude de Macab et Cassan qui a été réalisée en 2008, dans laquelle ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des individus de lire des textes de vulgarisation scientifique. C'était des adultes, ils devaient lire des textes de vulgarisation scientifique qui étaient des textes qui avaient été créés pour l'expérience. Et c'était des textes qui présentaient des résultats qui étaient fictifs, mais qui étaient tout à fait crédibles. Le genre de texte qu'on pourrait trouver dans un Science et Vie, par exemple. Et en fait, ils avaient fait en sorte, dans chacun des textes, ils avaient inclus des erreurs de raisonnement. Une erreur de raisonnement par texte. Par exemple, ils allaient dire... les neuroscientifiques ont montré que la même zone cérébrale s'active lorsqu'on regarde la télévision et lorsqu'on fait des mathématiques. Donc, regarder la télévision améliore les compétences en mathématiques. Vous voyez, ici, on a un saut logique qui, en fait, ne fonctionne pas. Sur le point de vue raisonnement, ce n'est pas valide. Et ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce que les participants vont être capables d'identifier le fait qu'on va avoir un biais de raisonnement dans le texte qui va être présenté. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu comparer différentes conditions. Ils ont comparé une première condition dans laquelle le texte était présenté seul. On présente le texte et on demande aux participants ce qu'ils en pensent. Dans une autre situation, on présente le texte accompagné d'un graphique qui ne va pas apporter d'informations supplémentaires. Au niveau du texte, c'est des informations qui sont redondantes, mais voilà, un graphique avec des couleurs, etc., un histogramme, peu importe. Et une troisième situation dans laquelle, à côté du texte, on ajoute une image de cerveau. Vous savez, ces images qu'on trouve dans les articles scientifiques, on voit le cerveau, quelques zones qui s'allument, etc. Et ils ont voulu voir, est-ce que ces différentes conditions vont impacter la manière dont on va percevoir la validité scientifique du raisonnement dans l'article. Et donc, ils ont demandé aux participants, le raisonnement scientifique dans cet article est-il correct? Ils leur ont demandé de le juger. Lorsque le texte était présenté seul, la plupart des participants arrivaient à voir qu'il y avait un problème. Donc ils disaient non, c'est pas correct. Lorsque le texte était accompagné d'un graphique simple, ils disaient pareil, il n'y a pas de problème avec le raisonnement de cet article. Par contre, si vous présentez l'article accompagné d'une image de cerveau, alors les personnes avaient tendance à être davantage convaincues. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que globalement, lorsqu'on nous dit que quelque chose est neuroscientifique et qu'on nous montre une image de cerveau, eh bien, on a peut-être tendance à mettre en pause certains éléments de notre esprit critique. Dan Sperber parlait de la vigilance épistémique. Peut-être que notre vigilance épistémique, elle est un petit peu moins activée dans ces situations-là. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il suffit de mettre une image de cerveau pour convaincre d'absolument tout et n'importe quoi, hein. Il y a eu des réplications de cette étude qui ont montré que ça dépendait des contextes, c'est pas toujours le cas, etc. Voilà, je ne veux pas caricaturer non plus. Mais ça montre quand même que, dans certains cas, eh bien, simplement dire qu'on a démontré des choses avec les neurosciences et avoir cette image d'un cerveau, ça va avoir tendance à être davantage convaincant. Parce que c'est vrai, on n'arrête pas de nous dire que les neurosciences vont révolutionner l'ensemble des disciplines. Vous avez vu, on fait de la neuroarchitecture. Alors pourquoi pas, finalement, mettre des gens dans l'IRM et faire des meilleures maisons. Bon. L'idée est que potentiellement, on peut avoir cette influence finalement des images de cerveau sur notre esprit critique. Et alors une autre étude qui s'intéresse à la même question, qui est assez amusante, qui a été réalisée par une équipe de recherche québécoise en 2014, dans laquelle ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté un groupe d'étudiants spécialisés en neurosciences et en psychologie, et un groupe d'étudiants d'autres disciplines, de disciplines scientifiques, mais pas spécifiquement psychologie. Et ils leur ont dit qu'ils allaient participer à une expérience sur les corrélats neuronaux de la pensée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité les étudiants à venir au laboratoire. Et au laboratoire, ils leur ont présenté ce dispositif. Ils leur ont dit, ça, c'est la nouvelle machine qu'on vient de créer, la nouvelle machine d'imagerie cérébrale. Ça s'appelle le Spintronics. Et c'est révolutionnaire, ça permet de lire dans les pensées. Alors, cette machine, peut-être certaines d'entre vous l'auront reconnue, c'est en fait un sèche-cheveux d'un salon de coiffure sur lequel ils ont mis un drap. Donc en fait, il n'y a aucune validité ici scientifique de l'appareil, mais ils voulaient voir dans quelle mesure est-ce que les personnes allaient se laisser convaincre par le dispositif, du fait d'avoir un chercheur qui vient, qui dit qu'on va lire dans vos pensées avec un sèche-cheveux. Alors on ne dit pas que c'est un sèche-cheveux, hein. On dit que c'est un Spintronics, mais l'étude a été faite en 2014, hein, ça ne fait pas si longtemps que ça. À l'époque, la machine la plus efficace pour faire de l'imagerie cérébrale, c'est un IRM, ça ressemble à ça, c'est quand même pas exactement le même dispositif, si vous voulez. Si on compare là avec ce qu'on a vu, bon. L'idée, c'était de voir, est-ce que les personnes vont se laisser berner, vont penser qu'effectivement, le Spintronics va pouvoir lire dans leurs pensées. Et alors, pour essayer de biaiser un petit peu les participants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont dit, on va vérifier si ça lit dans vos pensées, donc vous allez chercher, vous allez penser très fort à un nombre à 2 chiffres, un nombre à 3 chiffres, une couleur, et un pays. Vous allez vous concentrer dessus et on va voir si la machine arrive à lire ces informations-là dans votre cerveau. Alors,
en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les chercheurs qui ont fait l'étude, ils étaient formés aux techniques de prestidigitation. Et donc, ils ont demandé aux participants d'écrire sur un bout de papier pour pouvoir vérifier a posteriori. Et ils ont subtilement récupéré le papier, ils l'ont remplacé par un autre papier, ils ont lu le papier, ils ont entré les informations dans l'ordinateur, et puis ils leur ont montré leur ordinateur, et voilà, est-ce que c'était bien les informations auxquelles vous aviez pensé? Donc, ça peut être convaincant. Vous êtes face à quelqu'un en blouse blanche qui vous dit qu'on va lire vos pensées, vous voyez vos pensées qui apparaissent sur un écran, bon, très bien. Mais on pourrait se dire peut-être que quand même, on peut avoir un petit doute dans cette situation. Et donc, ils ont posé la question à la fin, ils ont demandé, pensez-vous que le Spintronics puisse lire dans vos pensées? Sur les étudiants scientifiques qui n'étaient pas spécialisés en psychologie et en neurosciences, 75% ont dit oui, effectivement, le sèche-cheveux a lu dans mes pensées. On peut se dire, bon, peut-être c'est juste une question de formation, ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une méthode d'imagerie cérébrale, peut-être que si on a une formation en psychologie, en neurosciences, on doit pouvoir identifier ici qu'il y a un problème. Et donc, qu'ont fait les étudiants en neurosciences et en psychologie? Eh bien, ils étaient quand même 66% à considérer que la machine avait lu dans leurs pensées. Donc ça montre que simplement une formation scientifique ne va pas être suffisante et qu'une formation en la psychologie ou neurosciences ne va pas nécessairement être suffisante dès lors qu'on est dans le bon contexte avec des personnes qui vont nous asséner des arguments d'autorité, qui vont nous dire que quelque chose fonctionne. Donc en fait, on se rend compte qu'on a vraiment un biais, un engouement neurophile qui fait qu'on va avoir tendance à davantage faire confiance aux informations qui sont issues des neurosciences et c'est important d'avoir une certaine vigilance par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire que tous les résultats issus des neurosciences ne sont pas fiables, mais qu'il est important d'être particulièrement vigilant pour vraiment identifier si les études qu'on nous présente comme étant révolutionnaires n'ont pas quelque part un biais qui pourrait expliquer les résultats qu'on va observer. Et alors une dernière étude sur la question de cet engouement neurophile, c'est une étude de Racine et collaborateurs en 2005. Alors ça commence à dater un petit peu, mais ils ont eu une démarche intéressante qui est qu'ils se sont appuyés sur des articles de vulgarisation scientifique qu'ils ont récupérés dans différentes revues, et ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas certains biais dans la manière dont les résultats allaient être présentés dans ces revues de vulgarisation scientifique. Et en fait, ils ont identifié 3 grands biais. D'abord, un biais qu'ils appellent un biais de réalisme, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que la plupart des articles avaient tendance à faire apparaître certains phénomènes comme étant réels dès lors qu'ils sont associés à une activation cérébrale particulière. Par exemple, un article disait « Les scientifiques disent à présent que la sensation de peur est non seulement réelle, mais qu'ils peuvent montrer dans le cerveau ce qui la cause. » Ou encore une forme d'imagerie cérébrale relativement nouvelle fournit la preuve que l'acupuncture soulage la douleur. Alors, si vous vous intéressez à la douleur, en fait, vous pouvez demander simplement à la personne si elle a mal. A priori, elle sera capable de vous le dire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans le cerveau pour savoir si c'est réel ou pas. D'accord ? La peur, c'est un sentiment subjectif. Donc, si on exprime le sentiment subjectif, a priori, c'est suffisant pour dire que c'est réel. Un autre biais qui était identifié, c'est ce qu'ils ont appelé l'essentialisme. Ça consiste à réduire l'individu à son cerveau et à considérer que voir l'activité de son cortex cérébral équivaut à comprendre sa subjectivité, comprendre sa personnalité. Par exemple, un article qui disait « Le cerveau ne peut pas mentir, les images cérébrales révèlent comment vous pensez, ce que vous ressentez et même comment vous pourriez vous comporter. » Alors, en 2005, c'était vraiment pas le cas. Aujourd'hui, on a fait des progrès, mais on n'y est pas encore. Et globalement, un individu, c'est pas simplement son cerveau, c'est bien plus que ça. Et puis un troisième biais, qui est un biais auquel je pense qu'on a été beaucoup exposé en France ces dernières années, c'est un biais politique, qui consiste en fait à présenter les résultats d'imagerie sous un certain angle pour venir appuyer une vision politique, idéologique particulière. Et les auteurs racontent une anecdote assez amusante à ce sujet, c'est qu'il y a eu un débat sur l'interdiction de l'éducation bilingue en Californie, à un moment. Et en fait, un neuroscientifique qui travaillait justement sur cette question du bilinguisme avait été contacté par les 2 camps. Le camp qui était pour l'interdiction, le camp qui était contre l'interdiction, parce que les 2 pensaient que les travaux du neuroscientifique allaient dans leur sens. C'est-à-dire que les 2 avaient réussi à tourner ces résultats qui sont évidemment complexes pour dire bah oui, ça vient appuyer ma position. Donc on se rend compte en fait que les résultats neuroscientifiques, ils sont complexes. Les données neuroscientifiques, elles sont complexes. Et donc, il est parfois difficile de résister au pouvoir un peu de la formule choc et du titre racoleur. Et il est important de garder en tête cette idée qu'il faut les analyser dans leur subtilité, dans leurs nuances. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, notamment dans l'espace médiatique, mais pas seulement, aussi dans la manière dont les chercheurs, les chercheuses vont présenter leurs propres travaux, parce qu'ils sont soumis aussi à des logiques de production scientifique, de nombre de citations, etc. Donc c'est important qu'ils soient lus. Donc ils vont aussi mettre en avant particulièrement leurs résultats. Et on se retrouve comme ça dans un cercle où on va renforcer en fait certaines annonces sensationnelles qu'on va retrouver assez régulièrement. Je vous ai fait une petite sélection pour vous donner un peu une idée. Je pense que vous avez vous-même en tête des exemples, mais
Simplement pour vous donner une idée, ici, une zone dédiée à la jalousie dans notre cerveau. Un ouvrage de Idrissa Berkane, Libérez votre cerveau. Alors, Idrissa Berkane, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a été invité sur tous les plateaux télé, il était en tête de gondole à la FNAC pendant des années, alors que l'ensemble de la communauté scientifique est d'accord pour dire que ce n'est pas des travaux qui ont une validité scientifique. Malheureusement, on entend encore beaucoup parler. Ici, un ouvrage qui nous dit « Recablez votre cerveau et libérez-vous des mauvaises habitudes »,« Optimisez votre cerveau »,« Exploitez les pouvoirs extraordinaires de votre cerveau ». Ici, science et cerveau surdoué, plongé dans un cerveau pas comme les autres. Science et cerveau, comment booster son cerveau avec la neuroplasticité. Ici, le fabuleux pouvoir de votre cerveau. On retrouve certains éléments communs quand même à chaque fois, ce même discours derrière. Ici, comment apprendre en dormant. Celui-ci, neurobooster vos équipes. Tirer profit des neurosciences au travail. Avec une préface de Pierre Gattaz, à l'époque président du MEDEF. Ça vous dit aussi dans quel état d'esprit on se trouve sur l'utilisation des neurosciences. Ou encore ici, un cerveau à 100%, où on voit un cerveau qui surchauffe vraiment sur l'IRM. Le pouvoir du cerveau quantique. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un cerveau quantique, mais apparemment, on peut libérer le pouvoir du cerveau quantique. Ici, la revanche du cerveau droit. Enfin bref. Des exemples... Il y en a pléthore, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de chacun, mais vous voyez que vraiment on a des formules chocs, on a des titres racoleurs qui sont extrêmement présents pour nous parler de tous les avantages des neurosciences. Donc il est important de rester prudent lors de l'annonce de résultats exceptionnels et de méthodes miracles, et en fait d'attendre un consensus scientifique avant de tout changer dans la salle de classe. Voilà. Et c'est important aussi de poser la question de la validité écologique des études qui sont proposées, c'est-à-dire chercher à mieux comprendre les sciences et les neurosciences et la recherche pour pouvoir mieux interpréter les résultats et leurs limites. En somme, ce qu'on préconise, c'est ni une acceptation aveugle de tout ce qui va porter le label neuro, ni un rejet en bloc de toute information issue des neurosciences. Les neurosciences ont beaucoup de choses à apporter, mais c'est important d'avoir une certaine prudence dans l'interprétation de ces résultats et de leur impact réel sur la vie quotidienne, sur l'éducation. À ce sujet-là, je voulais d'ailleurs vous dire qu'en fait, les neuroscientifiques sont d'accord avec ce que je dis ici. Par exemple, si vous prenez Franck Ramu, qui est un grand chercheur en sciences cognitives et qui a fait beaucoup d'études en neurosciences, il dit lui-même, dans l'une de ses conférences, tout le monde veut avoir l'air de faire des neurosciences ou de s'en inspirer, mais les vrais résultats issus des neurosciences, que ce soit les enregistrements dans les neurones des souris ou les images des cerveaux des enfants dyslexiques, n'ont pas ou très peu de pertinence directe pour l'éducation. Donc les neurosciences, oui, elles informent. Elles informent sur le fonctionnement de la pensée, elles informent parce qu'elles font partie des sciences cognitives, mais en elles-mêmes, elles n'ont pas d'application directe. Par contre, elles peuvent aider à réfléchir à des nouvelles méthodes qu'on va ensuite tester, qu'on va pouvoir évaluer dans le cadre d'une salle de classe et qui ensuite vont avoir des applications directes. Mais c'est important de ne pas aller trop vite en fait, dans cette translation et de ne pas considérer qu'on va simplement mettre les élèves dans des IRM et savoir tout ce qui se passe dans le cerveau et savoir comment améliorer les apprentissages. Il y a un saut ici, et en fait, il y a des disciplines intermédiaires. Il y a la psychologie qui permet de faire ce lien. Souvent, lorsqu'on parle de neuroéducation, en fait, on fait surtout de la psychologie de l'éducation, avec quelques résultats de neurosciences qui vont être clairsemés par-ci par-là, mais voilà. Et puis des sciences de l'éducation, etc. Et donc, en fait, il y a cette idée qu'il faut chercher à avoir une éducation qui va être fondée sur les preuves, c'est vrai, mais de ne pas chercher une translation directe de résultats produits en laboratoire à la salle de classe. Au niveau du temps, j'ai... Ok. Ok, donc jusqu'à la demi, très bien. Alors, quel consensus scientifique sur certaines affirmations populaires liées au fonctionnement de nos cerveaux? Donc à présent qu'on a vu un petit peu ces aspects méta sur l'origine de ces mythes éducatifs, je voudrais vous parler de certains mythes. On ne va pas avoir l'occasion de tous les aborder, mais je voudrais en parler de certains. Le premier, c'est peut-être le plus fréquent, celui dont on a le plus souvent entendu parler, et je vous propose un dernier petit test en ligne pour voir quel va être votre point de vue sur la question. Alors comme tout à l'heure, hein, c'est le même lien que tout à l'heure. Je laisse les personnes qui veulent scanner le faire. Et la question devrait apparaître. Selon vous, quelle part de notre cerveau utilise-t-on au quotidien? Alors essayez de répondre sans regarder les réponses de vos camarades.
Alors c'est intéressant parce que ça allait très vite, hein. Il n'y a aucune hésitation et en même temps il n'y a aucun consensus. Donc on a 170 réponses. La réponse qui est la plus donnée actuellement, c'est entre 10 et 30%. La deuxième la plus donnée, c'est 100%. Et ensuite, on hésite entre 30 et 100%, 5 à 10%, 3 à 5%, et 8 rigolos qui ont dit de 100%. C'est vrai. J'avais envie de vous forcer un petit peu à prendre position en fonction, évidemment. Je sais bien que certains parmi vous ont répondu au hasard parce que vous n'avez pas forcément d'avis sur la question, mais c'était histoire de voir vers où allait votre propre intuition, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de l'utilisation de notre cerveau ? C'est vrai qu'il y a une affirmation... C'est vrai qu'il y a une affirmation qu'on retrouve très régulièrement, souvent on entend parler, c'est cette idée qu'on n'utilise que 10% du potentiel de notre cerveau. Et c'est une citation qu'on attribue d'ailleurs souvent à Einstein. Alors il faut savoir que Einstein n'a pas dit ça, et que si Einstein avait dit ça, ce ne serait pas pertinent, parce qu'Einstein n'était pas du tout un neuroscientifique, hein, c'était un physicien, donc même s'il l'avait dit ça, ça n'aurait pas une valeur particulière. Chacun son domaine d'expertise. Et c'est vrai que c'est une idée qui est très séduisante, en fait. L'idée qu'on n'utiliserait que 10% de nos capacités cérébrales, c'est une idée qui est fascinante, parce qu'elle sous-entend qu'il existerait un potentiel caché dans le cerveau que l'on pourrait rêver de débloquer. C'est un caractère séduisant qu'on a retrouvé dans les différents ouvrages que je vous ai présentés tout à l'heure, où on nous dit de débloquer le pouvoir de votre cerveau, libérer le cerveau quantique, activer votre cerveau à 100%, etc. Et évidemment, tout le monde rêve de pouvoir débloquer de nouvelles capacités cognitives. Et ce caractère séduisant, il explique aussi probablement pourquoi c'est un mythe qui est aussi populaire et qui s'est propagé dans un certain nombre de médias, mais aussi dans des œuvres de fiction. On a par exemple, alors il y en a certains parmi vous qui ont reconnu le film de Luc Besson, Lucie, qui est un film dont l'ensemble de l'intrigue repose autour de ce mythe de 10%, qui est de nous dire on a une personne qui a accès à une drogue qui permet de libérer le potentiel caché de son cerveau et qui commence à 10% et va aller jusqu'à 100% d'utilisation de son cerveau. Donc à 10%, elle a un fonctionnement normal, à 30%, elle fait de la télékinésie, à 70%, elle contrôle les ordinateurs, et à 100%, elle devient une clé USB. Bon. On n'est pas ici pour s'engager sur les qualités cinématographiques des films de Luc Besson, mais ça vous montre néanmoins à quel point le mythe est fréquent. Mais alors, pour déconstruire ce mythe, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a même pas besoin d'études scientifiques, parce qu'en fait, une simple analogie fonctionne. Imaginez un feu de signalisation. Okay. Imaginez un feu de signalisation. Lorsque ce feu est au vert, techniquement, il n'y a que l'un des 3 feux qui est allumé, donc il n'utilise que 33% de son potentiel. S'il est orange, il n'utilise que 33% de son potentiel. S'il est rouge, il n'utilise que 33% de son potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe si on utilise 100% du potentiel du feu de signalisation ? Globalement, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est la même chose avec le cerveau. C'est vrai, tous nos neurones ne sont pas constamment en train de communiquer les uns avec les autres. Mais s'ils étaient constamment en train de communiquer les uns avec les autres, ça ne voudrait pas nécessairement dire qu'on aurait une plus grande intelligence. Ça marche aussi avec un clavier d'ordinateur. Un clavier d'ordinateur, vous êtes en train de taper, généralement, vous allez utiliser une touche après l'autre. Peut-être 2 si vous faites un raccourci clavier. Donc vous utilisez en moyenne 1% du potentiel de votre clavier d'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si d'un coup vous utilisez 100% du potentiel de votre clavier d'ordinateur ? A priori, ça ne va pas fonctionner. C'est la même chose avec votre cerveau. Si tous vos neurones sont en train de communiquer avec les autres en même temps, vous n'êtes pas en train de faire de la télékinésie, vous êtes en train d'avoir une crise d'épilepsie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui va être souhaitable. Donc, finalement, sur cette question des 10%, si vous entendez qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, vous pouvez répondre que 100% de notre cerveau est mis à contribution selon nos activités. C'est vrai qu'à tout instant, on n'est pas en train d'utiliser toutes les zones de notre cerveau de la même manière. Pour autant, déjà, elles sont toutes utilisées plus ou moins. On est toujours sur des gradients. Et puis, en fait, c'est parce qu'on va avoir des différentiels d'activité qu'on va pouvoir s'engager dans différentes activités. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller relativement vite. Je voudrais vous parler quand même de l'effet Mozart, parce qu'il
il n'y avait pas vraiment de consensus parmi ces différentes affirmations tout à l'heure, cette idée selon laquelle écouter de la musique permettrait d'améliorer les apprentissages. L'effet Mozart, ce qui est intéressant, c'est que c'est une affirmation qui provient en fait d'une étude scientifique. C'est une étude qui a été réalisée en 1993 par Rauscher et collaborateurs, dans laquelle ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu voir si écouter de la musique de Mozart permettait d'améliorer les compétences intellectuelles. Donc ils ont pris un groupe auquel ils ont fait écouter pendant 10 minutes la sonate pour 2 pianos en ré majeur de Mozart. Ils ont pris un autre groupe qui écoutait une autre musique d'ambiance, type musique d'ascenseur pendant 10 minutes, et un groupe qui restait dans le silence pendant 10 minutes, sachant qu'il y avait seulement 36 participants dans cette étude. Donc c'est une étude, quand même, aujourd'hui, on ne fait plus des études avec des effectifs aussi réduits. À l'époque, ça se faisait encore. Et donc, ils écoutent pendant 10 minutes de la musique où ils restent dans le silence, ensuite ils font un test de QI, et après on regarde les résultats. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Que dans cette étude-là, eh bien, ceux qui avaient écouté de la musique de Mozart, ils avaient les performances de QI qui étaient supérieures de 8 points aux autres. Intéressant, pourquoi pas? Peut-être que le fait d'écouter de la musique de Mozart permet d'avoir une attention visuospatiale qui va être légèrement améliorée pendant quelques minutes après. On peut imaginer quelque chose, différentes études. Mais c'est une étude qu'il faudrait répliquer avant de pouvoir commencer à faire des recommandations pédagogiques, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La société capitaliste s'est saisie de cette étude. Il y a eu un battage médiatique fantastique autour de cette étude, et on a commencé à voir des Mozart effects, donc l'effet Mozart, qui était proposé pour tout et n'importe quoi. L'étude était menée sur des adultes, mais on a commencé à dire c'est bien pour les enfants, pour les rendre plus intelligents. Donc on a commencé à vendre des méthodes Mozart. Faites écouter du Mozart à vos enfants pour les rendre plus intelligents. Bien sûr, ça ne s'est pas arrêté aux enfants, on est allé jusqu'aux bébés. En 98, l'État de Floride a adopté une loi pour que les écoles maternelles diffusent de la musique classique aux enfants, suite à cette étude. La même année, le gouverneur de Géorgie a fait passer une mesure pour que tous les enfants, tous les parents, toutes les mères, reçoivent un CD de la musique de Mozart à la sortie de la maternité, juste après avoir accouché. Et pour convaincre l'Assemblée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a fait écouter la musique classique. Alors pas du Mozart, du Beethoven, mais il leur a fait écouter la musique classique et il leur a dit, voyez, vous vous sentez plus intelligent. Et ça a suffi à les convaincre, parce que c'est le contexte dans lequel ils se trouvaient. Alors, c'est très bien de donner accès à la musique de Mozart, il n'y a pas de problème avec ça, mais avant de le faire, il faudrait peut-être s'assurer que ça a un effet particulièrement bénéfique. Si l'idée, c'est vraiment de rendre la nouvelle génération plus intelligente en écoutant de la musique classique. Puis, bien sûr, on ne s'est pas arrêté au bébé. Ensuite, on allait jusqu'au fœtus, donc l'idée qu'il fallait faire écouter de la musique de Mozart au bébé qui n'est pas encore né. Et puis, comme il y avait de l'argent à faire en vendant les produits, on ne s'est pas arrêté là non plus. On a commencé à faire écouter de la musique de Mozart aux plantes pour les améliorer. Tout ça est fondé sur une seule étude sur 36 participants. Hein. Puis on ne s'est pas non plus arrêté aux plantes. On a commencé à vendre des produits. Ici, du saké Mozart, de la tequila Mozart, des bananes Mozart, qui, donc, les bananes poussent ou le saké est infusé en écoutant de la musique de Mozart. Et c'est censé le rendre meilleur. Puis si vous allez aujourd'hui, si vous tapez Mozart Effect sur Internet, vous allez trouver, vous voyez, des playlists de 20 heures sur YouTube de musique pour devenir plus intelligent. Et alors, c'est amusant tout ça, mais ça peut aussi avoir des conséquences un petit peu problématiques. Par exemple, ici, on nous propose de traiter l'épilepsie avec l'effet Mozart. Vous voyez, alors ça, par exemple, c'est quelque chose de problématique. Et donc le problème, c'est que l'effet, il n'a jamais été répliqué. Les méta-analyses, aujourd'hui, elles sont formelles. L'effet Mozart n'existe pas. Les seuls qui l'ont répliqué, c'est les chercheurs qui avaient produit la première étude. Ce qui, généralement, n'est pas un grand gage de confiance. Voilà. Donc si on vous dit que écouter du Mozart rend plus intelligent, vous pouvez répondre qu'une éducation musicale peut être très utile, mais que la musique de Mozart n'a aucun effet magique sur le QI. Alors, comme on me dit qu'il ne reste plus que 5 minutes, je vais passer certaines choses, malheureusement. On aura l'occasion d'en discuter davantage au cours des questions. Peut-être pour faire un petit peu le point. Donc là, je vous ai montré simplement 2 mythes éducatifs. Il y en a beaucoup d'autres. Simplement pour les citer, par exemple, l'idée que chaque élève va avoir un style d'apprentissage. Ben, ça, c'est quelque chose qui a été déconstruit. Hein, l'effet qu'on est plutôt visuel, plutôt auditif, c'est quelque chose qui est déconstruit. Le mythe des intelligences multiples, c'est quelque chose qui a été déconstruit. Le mythe de la brain gym, je ne sais pas si vous y avez été exposé, mais l'idée qu'on va faire des exercices de gym pour améliorer le pouvoir de notre cerveau, ça a été déconstruit également. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été déconstruites. Pour autant, je ne suis pas en train de vous dire que les sciences cognitives n'ont aucun apport pour l'éducation. Simplement, il faut se méfier de certaines exagérations. Alors, quels sont les apports effectifs des sciences cognitives pour l'éducation ? On ne va pas les résumer là en 5 minutes, mais pour moi, ils se trouvent sur 3 niveaux différents.
Le premier, c'est une épistémologie commune qui permet la production de données probantes pour éclairer les pratiques, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'importance de la preuve, l'idée qu'on va aller tester les méthodes pour vérifier leur efficacité avant de faire des recommandations pédagogiques, pour ne pas se retrouver avec des écoles, des pays entiers qui font de la musique de Mozart pour améliorer le QI, quand il y aurait peut-être des méthodes un petit peu plus efficaces ou un petit peu moins coûteuses. Le deuxième, c'est la compréhension des processus cognitifs transversaux qui sous-tendent les apprentissages. On a parlé tout à l'heure de la mémorisation, de l'attention, ce genre de choses. En fait, on a pas mal de données qui permettent de dire qu'on apprend mieux dans certains contextes, que par exemple, se tester, ça permet une meilleure rétention de l'information que de relire un texte. Vous voyez, il y a beaucoup de données qui existent comme ça, et je pense qu'André Tricot vous en parlera lors de la conférence de clôture. Donc, il y a des choses qui existent sur les processus cognitifs un peu transversaux à l'ensemble des apprentissages. Et puis la troisième dimension sur laquelle les sciences cognitives peuvent vraiment éclairer l'éducation, c'est la modélisation des processus cognitifs spécifiques à chacun des apprentissages disciplinaires. Par exemple, dans l'apprentissage des mathématiques, comprendre quels sont les modules dans notre cerveau, pour le coup, dans notre pensée, qui sont responsables de notre appréhension des nombres. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir quantifier une quantité, faire une estimation, compter des nombres, etc. Ben ça, il y a des modules qui sont spécifiques. Donc en fait, il y a aussi des connaissances des sciences cognitives pour chacun des apprentissages disciplinaires, et ça mérite d'aller les creuser un petit peu. Voilà, et on a un peu ces trois niveaux-là qui méritent d'être explorés. Et donc, pour conclure, quelles sont les alliances finalement entre la pratique et la recherche scientifique que nous on essaye de promouvoir? Je dirais que de manière générale, c'est important de se méfier des mythes éducatifs. J'espère vous en avoir convaincu. Elles sont à l'origine de recommandations pédagogiques qui sont infondées. Les neurosciences en elles-mêmes, elles ont peu d'applications directes à l'école, mais ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas pertinentes pour notre compréhension de la pensée humaine de manière générale. Il faut faire attention également aux recommandations qui sont issues des laboratoires, mais qui sont non testées en classe. La réalité de l'enseignement et l'implémentation des nouvelles pratiques ne peuvent pas être ignorées. On a beaucoup de chercheurs qui travaillent justement sur l'implémentation des différentes méthodes, qui vont faire des études en classe, en co-construction avec les enseignants et les enseignantes, pour voir si on arrive à implémenter et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on implémente. En revanche, il est possible donc de mener des véritables études translationnelles en co-construction avec les professionnels de l'éducation afin d'établir un lien bidirectionnel entre recherche et pratique éducative. Je me dépêche. De nombreux travaux vont dans ce sens et permettent d'identifier les pratiques éducatives les plus efficaces. Voilà. Et alors pour conclure, quels engagements est-ce qu'on peut prendre ? Je pense qu'il est important, et vous avez vraiment votre rôle à jouer à ce niveau-là, de se tenir informé du consensus scientifique, de donner accès au consensus scientifique à un maximum de personnes, afin d'avoir accès à une éducation fondée sur des preuves et de combattre les arguments qui sont faussement scientifiques. Le fait d'avoir un préfixe neuro n'est pas un gage de rigueur ni de pertinence. Et c'est en partageant les connaissances scientifiques dans leurs nuances qu'on peut lutter contre l'instrumentalisation politique qui obscurcit trop souvent le débat sur les meilleures pratiques. À ce titre, je voulais simplement mentionner la pratique du cherry picking. Littéralement, ça veut dire cueillir des cerises, qui consiste à ne sélectionner que les résultats de la recherche qui viennent conforter une position politique ou idéologique spécifique et à ignorer l'ensemble du consensus scientifique. Ce n'est pas parce que quelque chose s'appuie sur une étude scientifique que c'est approuvé par l'ensemble de la communauté scientifique, et c'est important de faire la différence. Enfin, il existe de nombreuses ressources qui sont développées aujourd'hui pour rendre les données scientifiques accessibles à toutes et à tous, et je vais juste conclure en vous les présentant très rapidement. Donc quelques ressources utiles, je pense que vous en connaissez la majorité, mais dans le cas où ce ne serait pas le cas. Au niveau des ouvrages de vulgarisation, je voulais vous parler de certains éditeurs qui travaillent en collaboration avec des chercheurs. Alors, je suis complètement biaisé sur la question puisque j'ai participé à un ouvrage qui est dans cette collection, mais voilà, la collection Mythes et Réalité qui a été créée par Philippe Champy, qui est aujourd'hui sous la responsabilité d'André Tricot, qui s'intéresse justement aux mythes éducatifs autour de toute une série de questions, donc l'origine sociale des élèves, la place du jeu, l'innovation pédagogique, etc. Voilà, qui est une collection avec des petits ouvrages qui sont accessibles. Faire attention cependant, tous les éditeurs et tous les ouvrages n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations, donc c'est pas parce que c'est dans un livre que c'est correct, et c'est important de faire aussi la part des choses par rapport à ça. Et puis au niveau des ressources qui sont disponibles en ligne, vous avez beaucoup de sites qui existent, qui sont d'excellentes ressources en français, qui visent à faire le lien entre le laboratoire et la salle de classe. Vous connaissez probablement le site de La main à la pâte, cerveau et apprentissage, qui fait vraiment un effort pour transformer les connaissances scientifiques, les rendre accessibles, les vulgariser sans qu'il y ait trop de pertes dans ce processus de vulgarisation. De la même manière, on a quand même un conseil scientifique de l'éducation nationale qui produit des synthèses scientifiques sur lesquelles on peut aussi s'appuyer pour étudier l'efficacité des pratiques. Alors ça ne veut pas dire que les politiques publiques s'appuient nécessairement sur les synthèses du conseil scientifique, mais les synthèses existent, et donc ça peut être utile de s'appuyer dessus.
Et puis, pour celles et ceux qui parlent anglais, il y a une ressource utile pour connaître les recommandations de la recherche qui s'appelle The Education Endowment Foundation, et en fait, qui va lister différentes méthodes et à chaque fois donner une indication. Vous voyez, ici, par exemple, on a la méthode Repeating a Year, donc redoubler, qui va nous dire que c'est une méthode qui a un coût très important. Par contre, elle a un impact qui a tendance à être négatif, et on a un niveau de preuve considérable pour dire que c'est effectivement une pratique qui va être délétère. À l'inverse, par exemple, faire un travail sur la métacognition, ça a un coût très réduit, c'est un niveau de preuve très important et on sait que c'est un impact très positif. Donc voilà, c'est un site qui permet d'explorer un petit peu tout ça. Voilà. Et juste pour finir, sur la question des apports effectifs des sciences cognitives pour l'éducation, le MOOC de Franck Ramu sur la psychologie pour les enseignants, qui est gratuit, qui est disponible sur Magister, qui est très complet, pour avoir justement un peu des billes sur tous les résultats de la psychologie qui sont pertinents pour l'éducation, qui est vraiment utile. Et enfin, si vous voulez creuser un peu la question des neuromythes, une conférence d'Elena Pasquinelli, qui est disponible en ligne. Voilà, que je vous mets le lien, puis je pourrais donner accessible le diaporama d'aujourd'hui si c'est pertinent. Je vous remercie pour votre attention. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, merci beaucoup pour cette conférence très stimulante et pleine de perspectives. Pas merci pour les inscrits à mon atelier, parce que vous avez compris qu'il allait falloir qu'on soit imaginatif pour créer le sujet, pour traiter le sujet neurosciences et éducation. On a quelques minutes pour les questions. On avait bien commencé, on était en avance et là on est en retard, mais c'est pas très grave. Donc on a 5 minutes pour les questions. Je pense que vous accepterez de répondre aux questions autour du café, de la pause café. Bien sûr. Également. Et par ailleurs, si vous voulez toutes les réponses au QCM du départ, enfin au quiz du départ, elles sont dans les neuromythes en éducation et du coup là on se sent super intelligent quand on répond. Merci pour la promotion. Première question. Bonjour, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Moi, alors, j'ai pas eu l'occasion de consulter votre ouvrage, donc je vais vous poser la question. Vous avez demandé une question par rapport au QI, et moi, c'est quelque chose que dans mon entourage ou même dans la société, on entend en permanence avec un espèce d'arrière-fond post-darwinien, enfin un peu bizarre. Néo-darwinien, pardon. Et en fait, est-ce que c'est la seule et la meilleure mesure d'intelligence? Voilà, je voudrais la réponse. Merci. Alors, la question du QI, elle est complexe. La seule mesure, pas nécessairement, mais en fait, pour résumer très rapidement l'ensemble des travaux qui ont été faits sur la question, ce dont on se rend compte au niveau des intelligences, c'est qu'en fait, même si on considère les différentes formes d'intelligence, par exemple, telles que supposées par les intelligences multiples, on aurait différentes formes d'intelligence, en fait, elles sont toutes corrélées. C'est-à-dire que de manière générale, lorsqu'on a une intelligence linguistique qui est très élevée, on va avoir tendance à avoir une intelligence mathématique qui est aussi très élevée. Donc en fait, le QI, c'est une mesure composite, c'est juste une moyenne, et donc ça a les forces et les défauts d'une moyenne. Il ne faut pas surinterpréter le QI, mais ça reste une mesure moyenne qui peut être intéressante aussi, et qui n'est pas fausse en elle-même. Elle n'est pas si déshumanisante que ça. On peut aller chercher un peu dans le détail qu'est-ce qui permet de calculer un QI, comment est-ce qu'il est mesuré, aller creuser un petit peu la question. Mais c'est vrai que cette idée que chaque élève aurait un domaine d'excellence et puis d'autres domaines dans lesquels on serait moins bon, c'est pas nécessairement le cas, et en fait c'est pas nécessairement pertinent d'aller chercher absolument à trouver dans quoi est-ce que chacune va être un génie, parce qu'en fait ça sous-entend aussi que c'est pas acceptable d'être dans la norme, d'être dans la moyenne, alors qu'en fait c'est tout à fait acceptable. Et donc le QI c'est juste une moyenne. Il faut le prendre comme tel, donc ça a ses forces, ça a ses faiblesses, mais a priori ça reste une mesure assez utile. D'autres questions ? Mais il y a un ouvrage justement dans la collection sur l'intelligence justement et tous les mythes autour de l'intelligence qui creuse davantage la question et qui en parle bien mieux que moi. Voilà. Bonjour, vous nous avez promis que vous reviendrez sur Céline Alvarez et vous n'êtes pas revenu dessus. Alors je l'ai fait très rapidement ensuite en disant que c'est que le fait d'être soi-même expert d'une question ne signifie pas que lorsqu'on s'exprime, on est expert à partir du moment où on parle juste de son expérience de classe.
c'est ce que j'ai dit sur Céline Alvarez, c'est que globalement, les éléments de preuve ne sont pas là parce qu'elle s'appuie sur son expérience personnelle avec sa classe et qu'on n'a pas une mesure objective. Je ne dis pas du tout qu'il faut tout jeter. Je dis qu'il y a plein d'idées qui peuvent être très intéressantes, mais qu'avec ce qui a été fourni, ce n'est pas suffisant pour faire des recommandations pédagogiques. Voilà. D'autres questions? J'aurais juste une question sur effectivement l'importance de l'écologie et de la réplication de classe en cours des différentes théories. Répétez la Puis comment on peut faire pour avoir des études où on va avoir des enseignants qui ne seront pas volontaires, parce qu'il y aura nécessairement un effet. C'est pas la même chose si on a un enseignant volontaire, un enseignant que l'on oblige à. Est-ce que lorsqu'on a des réputations, on oblige parfois les enseignants à faire. Je peux répéter la question rapidement. Donc c'est une excellente question. Donc c'est la question de finalement, lorsqu'on fait une étude, on a tendance à faire un groupe expérimental avec des enseignants qui veulent participer à l'étude. Donc ça va biaiser parce que c'est pas nécessairement les mêmes enseignants que ceux qui ne veulent pas participer à l'étude. C'est bien ça, hein, la question que vous aviez en tête. Et effectivement, c'est une excellente question parce que potentiellement, si à chaque fois qu'on teste une méthode, on l'a fait avec les enseignants qui ont la pêche, qui ont envie de faire ça, eh ben, ça va complètement biaiser. Et donc il y a différentes manières de faire ça. De contrôler ça. Il y a différents processus qui existent pour faire soit du quasi-expérimental, soit de l'expérimental. Par exemple, on peut demander qui va être volontaire et ensuite faire une loterie parmi les volontaires entre ceux qui vont avoir la nouvelle méthode et ceux qui ne vont pas avoir la nouvelle méthode. Donc, on teste que parmi les volontaires, mais les deux vont être dans le groupe contrôle, dans le groupe expérimental. Forcer les enseignants à mettre en place certaines pratiques, ça, c'est pas quelque chose que nous, on va faire du point de vue de la recherche. Ça se passe à d'autres niveaux. A priori, c'est pas nécessaire pour avoir vraiment un contrôle à ce niveau-là. On peut trouver d'autres manières. De la manière, par exemple, un peu touchée, mais sur la question de l'éducation Montessori, où en fait, on va dire oui, mais les parents qui mettent leurs enfants dans une école Montessori sont pas les mêmes parents que ceux qui mettent leurs enfants ailleurs. Et en fait, ce qui a été fait dans les études qui se sont intéressées à la question, par exemple, c'est de trouver une école qui fait une loterie pour accepter les élèves, et ensuite d'aller recruter des élèves parmi ceux qui ont été acceptés à la loterie, ceux qui ont été refusés à la loterie, et donc ils faisaient tous partie de ce pool de participants dont les parents voulaient les mettre dans l'école Montessori. Voilà, donc il y a différentes manières un peu de contourner le problème, mais effectivement c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation, pour les réponses aux questions.